Alors, on va aborder un gros domaine donc, de l'enseignement de physique de première année de prépa, c'est la thermodynamique. Hein. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va avoir besoin d'un certain nombre de variables pour décrire des systèmes, qu'on appelle les systèmes thermodynamiques. Et avant de décrire leur transformation, il faut d'abord les caractériser par certaines variables qui prennent certaines valeurs. Ces valeurs vont évoluer au cours de ces transformations. On voudra caractériser comment ces valeurs évoluent avec à la clé des échanges en fait, d'énergie entre les systèmes thermodynamiques et l'extérieur. Alors une première de ces variables, ce sera la pression du système. Hein. Donc on en a un petit peu parlé en chimie. On va essayer de compléter un petit peu les choses. On va d'abord simplement décrire une expérience pour mettre en évidence la pression atmosphérique. Hein. Alors, quelques définitions, ce qu'on appelle fluide. Hein. C'est indifféremment donc un gaz ou un liquide. On a souligné en chimie que la densité d'un gaz était bien moindre que celle d'un liquide. Fluide, donc c'est un gaz ou un liquide. Alors ce qu'on peut dire pour donner une définition, hein, voilà, on peut dire que c'est un corps qui occupe tout l'espace, sous-entendu du récipient, qui le contient. Donc c'est un corps qui occupe tout l'espace du récipient qui le contient, voilà, contrairement à un solide. D'accord. Donc un gaz ou un liquide, c'est un corps qui occupe tout l'espace du récipient qui le contient. Voilà. En gros, contrairement donc à un solide. Enfin bon, ces définitions valent ce qu'elles valent. Voilà. Alors, première chose. Alors ensuite, on va envisager donc des fluides, ce qu'on appelle à l'équilibre. Donc un fluide étant fluide à l'équilibre. Donc un fluide donc, est en équilibre dans un référentiel grand R. Un fluide donc, est en équilibre dans un référentiel grand R lorsqu'il n'est le siège d'aucun déplacement macroscopique dans R. Donc un fluide est en équilibre dans le référentiel grand R lorsqu'il n'y est le siège d'aucun déplacement macroscopique dans R. C'est le domaine, ce qu'on appelle la statique des fluides. Voilà. D'accord, on ne va pas développer en tant que tel. Ce fut au programme. Voilà, mais ça ne l'est plus. Voilà, d'accord, donc un fluide est en équilibre dans un référentiel grand R lorsqu'il n'est le siège d'aucun déplacement macroscopique dans R. Bon, les molécules, évidemment, au niveau macroscopique bougent toujours. Hein. C'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas de déplacement macroscopique. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la statique des fluides. Domaine, la statique des fluides. Alors, dans ce cours, donc, on ne considérera donc que des fluides, on va dire, à l'état initial et ensuite à l'état final. À l'équilibre dans le référentiel R qui sera le référentiel terrestre. Donc dans ce cours, on ne considérera donc que des fluides à l'équilibre dans le référentiel R terrestre, sous-entendu à l'état initial d'une part et à l'état final d'autre part. Dans ce cours, on ne considérera donc que les fluides à l'équilibre donc dans le référentiel grand R, à l'état initial d'une part et à l'état final d'autre part. Alors l'expérience, donc je vous l'ai visualisée donc sur une vidéo que je n'ai pas faite, parce que je ne peux pas accéder au labo. Bon, donc c'est l'expérience du verre retourné. Voilà, donc je vais la schématiser ici. Donc ici j'ai de l'eau dans le verre, d'accord. Et là on met une petite. Je vais prendre une autre couleur. Voilà. Alors si on met une couleur différente par... voilà, ici j'ai une feuille. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon là, voilà, j'ai le verre ici. Là le liquide. Voilà. Et puis ici donc j'ai les... ici c'est les atomes, molécules, pardon, de l'atmosphère. D'accord. Voilà, les gages représentent avec des points, les liquides avec des traits. Voilà. Bon. D'accord, donc ici c'est l'eau. Ici on a donc
l'atmosphère. Bon, ici, donc j'ai le verre. Alors là, bon, là, on a la feuille. Voilà, il a du mal là. On a la feuille, bon, ici, c'est le verre. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette feuille, voilà, elle ne tombe pas et qu'on réussit donc à faire tenir finalement cette eau. Hein, alors qu'évidemment, bon, si on ne mettait pas la feuille, ça ne marcherait pas. Hein. Voilà. Donc globalement, ce qu'on peut dire, hein, on va l'appliquer, disons précisément, si je considère le système eau plus feuille, alors je considère un système, donc on va faire de la mécanique des systèmes. Donc ça nous ramène à ce qu'on avait fait, mécanique des solides. Et je vous rappelle qu'avant la mécanique des solides, on a fait la mécanique des systèmes. On avait appliqué le théorème du moment cinétique à un système de points, d'accord, puis ensuite à un solide. Et on a appliqué aussi le théorème de la résultante cinétique à un système, d'accord. Voilà, donc là en fait, on va utiliser un petit peu ces choses-là. À des systèmes, c'est compliqué, puisqu'ici, bon, voilà, j'ai toutes les molécules de l'eau plus les molécules de la feuille. Hein. Ça fait un système auquel je peux appliquer le théorème de la résultante cinétique. Le théorème de la résultante cinétique, c'était le masse du système fois l'accélération du centre d'inertie du système. Donc là, évidemment, on est dans le cas de la statique, d'accord. Donc cette accélération vaut 0, donc ça vaut 0, égale somme des forces extérieures s'appliquant sur le système. Hein. Alors, ce qu'on va quand même voir ici tout de suite, c'est que si ça ne tombe pas, hein, globalement, on a le poids évidemment de l'ensemble qui tire comme ça, d'accord, qui tire vers le bas. Donc il y a forcément une force qui vient au moins compenser le poids de l'ensemble, qui est ascendante. D'accord. Et cette force, ça va être la force exercée par les molécules de l'air sur la feuille. Voilà, on ne voit pas bien. Hein. Alors, il y a une troisième force qui va s'exercer sur le système eau plus feuille, c'est la force exercée par le verre lui-même. Alors, cette force, elle ne peut pas tenir, on voit bien qu'elle ne peut pas empêcher l'eau de tomber, hein, quelque part, d'accord. Bon, donc cette force, si elle existe sûrement, elle va plutôt être dirigée vers le bas, d'accord. Voilà, alors, regardons un petit peu l'interprétation de ça. Hein. Donc, on va appliquer, alors c'est pas la RFD, mais ça ressemble tellement que moi je dis RFD. Alors, j'ai pas mon chiffon, là je vais le chercher, pardon. Voilà. Donc je vais appliquer la théorème de la résultante cinétique au système, donc eau, union feuille. Hein, voilà. Là je suis sûr de ce que j'affirme. Ok. Donc ça va me faire, hein, comme on est en statique, ça me fait n fois l'accélération du centre d'inertie de ce système, donc il vaut 0. Alors c'est la résultante des forces, puisqu'à chaque fois c'est les sommes, hein. C'est la résultante des forces que je vais écrire F exercée, donc, alors, il y a le poids, d'accord. Alors on va mettre, voilà, on va écrire la Terre, voilà, sur le système. Alors ce système, je vais l'appeler, mettons, sigma. Hein, voilà, force exercée par la Terre sur sigma, résultante des forces, plus, tiens, je vais écrire comme ça la résultante, avec deux traits, résultante des forces exercées par l'atmosphère, hein, sur sigma, plus, voilà, résultante des forces exercées par le verre, toujours sur le système sigma. Et ça, je sais que ça vaut 0. D'accord. Donc ici, là, hein, donc ici j'ai le poids, d'accord, force exercée par la Terre, je mets à peu près en G approximativement, d'accord. La force exercée par le verre, hein, alors elle est sur l'ensemble des parois, bon, etc. Hein, ça peut être assez compliqué, mais enfin essentiellement, elle ne peut être que dans ce sens-là. C'est-à-dire que si l'eau est poussée, si vous voulez, vers le fond du verre, le verre exerce une réaction et pousse dans l'autre sens. Hein. Il ne peut pas, bon, sauf si on met une goutte, hein, on met une goutte au fond d'un verre, on la retourne, la goutte tient évidemment, parce qu'il y a des effets ce qu'on appelle de capillarité. Hein, et là, bon, ces effets, ils ne jouent pas de rôle. Hein. Voilà. Et puis on a la force, alors c'est une distribution de force, c'est une distribution surfacique de force. Voilà, force exercée par l'atmosphère. Hein, sur le système, donc en l'occurrence au niveau de la feuille. Voilà, ce que j'en déduis ici,
c'est que cette force exercée par l'atmosphère, ben, elle existe bel et bien. Hein. Elle va de l'atmosphère vers la feuille. D'accord, faute de quoi évidemment ça tomberait. Hein. Voilà, ça compense au moins ce poids qui est ici, hein, au moins le poids. Et puis ben, la force scalaire va s'adapter, hein, puisque ben, si ça pousse beaucoup plus fort que le poids, ici en fait ça pousse beaucoup plus fort que le poids, hein, voilà, la pression atmosphérique est beaucoup plus importante que le poids au plus feuille, le verre va être obligé de compenser ici et de pousser dans l'autre sens. Voilà. Voilà ce qu'on a sur l'interprétation de cette manip. Ce que je voulais vous dire aussi, alors dans les vidéos YouTube, etc., ensuite les gens font l'expérience et puis ensuite proposent une interprétation. Je laisse à leurs auteurs la responsabilité de cette interprétation et j'en appelle au sens critique, à votre sens critique. Hein. Voilà, moi, bon, les gens affirment des choses sans faire appel aux lois de la physique. Bon, voilà, moi je ne m'engage pas dans ce terrain-là. Il y a des choses qui sont fausses. Hein. Voilà, une vision des choses qui n'est pas correcte. Bon, voilà. Même sur la vidéo que je vous ai donnée, bon, je n'en ai pas trouvé qui me convenait. Bon, voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est ça. Après, voilà. Alors, donc, on a mis en évidence nos conclusions, donc. Hein, voilà, conclusion, c'est la mise en évidence expérimentale hein, des forces de pression. Donc, c'est des forces c'est une distribution de force, distribution surfacique de force. Hein. Voilà, donc mise en évidence expérimentale hein, des forces de pression. Donc, mettant en parenthèse les distributions surfaciques de force. Hein. Donc, mise en évidence expérimentale des forces de pression exercées par l'air sur la feuille. Hein, exercées par l'air sur la feuille, donc qui compensent au moins hein, le poids de l'ensemble au plus feuille, hein, qui compense au moins le poids de l'ensemble au plus feuille. Hein, qui compense au moins le poids de l'ensemble au plus feuille. Voilà donc sur ce 1, ce 1, 1. Alors ensuite on va passer au 1, 2. Alors interprétation microscopique. Interprétation microscopique. Alors, comment on interprète ça hein, en général, on considère qu'on a un petit solide hein, voilà, qui est plongé dans un fluide. Voilà. Donc là, on va raisonner sur le cas d'un fluide, c'est-à-dire qu'on a un gaz ou un liquide. D'accord. Et là, maintenant, on a une surface solide. Alors, cette surface solide, ça peut être, par exemple, une portion de la surface du récipient. Hein. On peut imaginer qu'on met ce qu'on appelle une surface d'épreuve voilà, dans le fluide. Voilà, surface solide, ici, que j'ai peut-être appelé S. Voilà, que j'ai peut-être appelé S. Voilà, ok. Voilà, donc on va dire la chose suivante. Hein. Donc, on a une surface, alors je vais la prendre plane. Voilà, pas une pensée de plane, mais ça vous simplifiera les choses quand même. Surface, donc solide, plane, hein, S. Surface, solide, plane, S. Plongée donc dans un fluide. Hein, plongée dans un fluide. Bon, je répète, gaz ou liquide. Plongée dans un fluide, donc gaz ou liquide. Voilà, donc mettant en parenthèse, cette surface voilà, peut faire partie de la paroi du récipient qui contient le fluide. Pour se donner une idée. Cette surface, donc, hein, peut faire partie de la paroi du récipient qui contient le fluide. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, donc, ici, je vais considérer une particule M indice I du fluide, voilà, qui va rentrer en collision avec S, et puis ensuite qui va repartir. D'accord? Voilà. Donc, une particule MI du fluide hein, rentre en collision avec S, et ensuite voilà, repart. Donc MI se trouve ici. Voilà. D'accord? Donc une particule MI du fluide hein, voilà, rentre en collision avec S et puis repart. D'accord? Donc, lors de cette collision, la particule MI exerce une force sur S. Lors de cette collision,
la particule MI exerce une force sur la surface S. Hein? Voilà, pour cette collision, la particule MI exerce une force sur la surface S, et par loi de l'action et de la réaction, hein, la surface S exerce une force sur MI qui fait que son vecteur vitesse est changé. Hein, donc tout ça est bien cohérent. Hein. D'accord? Donc par loi d'action et de la réaction, la surface S exerce une force sur MI qui voilà, fait changer son vecteur vitesse. Alors si ça, on peut dire que ça représente le vecteur vitesse. Bon, voilà, ça peut être le vecteur vitesse, on va dire, à un instant t avant la collision. Puis voilà, on va mettre ça, on va finalement dire que ça c'est un vecteur vitesse. Ça, c'est le vecteur vitesse de la particule MI après la collision. D'accord? Voilà. Donc, une accélération qui est non nulle, c'est un changement de vecteur vitesse. Donc, il y a forcément une force exercée sur MI. Voilà. Alors, bon, pas trop rentrer dans les détails quand même. Hein. Ce qu'on va dire, voilà, mais après on détaillera un petit peu, mais globalement, ce qu'on peut retenir, hein, c'est ce qu'on va appeler donc la résultante des forces de pression hein, sur S. Donc la résultante des forces de pression sur S, j'ai écrit quelquefois RFP en abrégé. Donc la résultante des forces de pression sur la surface S est la moyenne temporelle hein, des forces exercées par les particules MI sur S et la moyenne temporelle des forces exercées donc par les particules donc, MI sur S voilà, donc la résultante des forces de pression sur elle, c'est la moyenne temporelle des forces exercées par les particules MI sur S hein, pour les particules MI heurtant S. Cette moyenne pour les particules donc MI heurtant S. Alors, donne une définition qui n'est pas bon, trop fouillée. Hein. Voilà, donc la résultante des forces de pression, hein, c'est essentiellement la moyenne temporelle hein, des forces exercées par les particules MI hein, heurtant S. Voilà. Et évidemment, cette moyenne, elle se fait sur l'ensemble des particules qui heurtent S, pas les autres. Voilà. Bon, alors, si on peut un petit peu analyser des choses. Je ne vais pas aller trop loin vraiment à la définition de la pression. Donc on va quand même, appliquer un petit peu une loi de la physique pour pouvoir analyser quand même ce qui se passe. Hein. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. On va appliquer la RFD à MI. D'accord? On va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à MI dans le référentiel terrestre R qui est égal à 1. D'accord? Donc ça va faire la masse de M1 ici, donc c'est MI, accélération de MI dans R à l'instant T, égale, alors là c'est la force exercée par S sur MI. Et par loi d'action et de la réaction, la force exercée par S sur MI, c'est l'opposé de la force qui m'intéresse, c'est la force exercée par MI sur S. Voilà ce que je peux dire, et là je le prends au même instant, bien sûr. D'accord? Voilà. Cet instant T, on peut considérer que globalement, voilà, il est entre ce que j'appelle le T avant la collision et le T après la collision. Je peux appliquer ça. D'accord? Et alors ensuite, on applique cette RFD, et ensuite, je vais intégrer ça, hein, en gros, sur la durée de la collision. Donc de T avant à T après, voilà, avec un petit dt', si vous... non, le dt c'est plus, je crois, mais 2'. Voilà, bon, il y a un dt ici. Voilà, je vais intégrer ça. Hein. Ce qui va me permettre de faire apparaître une moyenne en fait. Hein. Alors si on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait MI, l'intégrale de l'accélération c'est la vitesse que je prends entre t avant et t après. Donc ça me fait la vitesse de MI à l'instant t après, moins la vitesse, celles qui sont représentées ici, hein, moins la vitesse de MI à l'instant t avant. D'accord? Voilà. T avant, t après. Donc j'intègre ça. Voilà. Égal. Alors ici, comment je vais écrire ça? Eh bien, on va faire apparaître la moyenne. La moyenne d'une fonction en maths,
Hein. C'est 1 sur hein, la moyenne d'une fonction f, c'est 1 sur b moins a, somme de a à b, de f de x dx. Alors, le sens de ça, bon, c'est graphique, hein. On voit qu'effectivement, ça a un sens d'une moyenne, ça. Donc, en fait, donc, je vais diviser par t après moins t avant, d'accord, et je remultiplie. Okay, ce qui fait qu'en divisant par t après moins t avant intégrale, ça me fait la moyenne, ça me fait moins la moyenne de f de mi sur s, facteur du delta t. Et le delta t, c'est t après moins t avant. D'accord? Voilà ce qu'on a. Ok? Alors, pourquoi je vous ai fait... pourquoi on écrit ça? Hein, c'est pour la chose suivante. C'est-à-dire que cette force ici, pour connaître une force, c'est compliqué. Il faut connaître la nature de l'interaction. D'accord? Là, on a des collisions entre des molécules, c'est à l'échelle microscopique. Bon, la nature de cette force, l'évaluer, enfin, ce sera très compliqué. Et ce que je vois en fait, c'est qu'en fait, cette force, quand j'en fais la moyenne, elle est reliée en fait à la variation de vitesse de la particule qui vient heurter la paroi. D'accord? Alors, ce qu'on peut voir très, très facilement, alors si en ordre, si par exemple la vitesse, le v avant, par exemple, t avant est très très important, si la particule vient heurter très vite, d'accord? Bon, après, je ne sais pas trop ce que... Le t après, il sera justement, il repartira dans l'autre sens, mais comme j'ai un signe moins ici, bon, plus ça tape fort, entre guillemets, on peut penser que ça revient ici aussi très fort, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette quantité-là sera grande, et que donc la valeur moyenne de la force sera grande. Mais ce qui permet, voilà, ce qui veut dire que, même si je ne connais pas la nature de l'interaction, je peux en fait trouver cette force, la valeur moyenne de cette force, en connaissant, ou en le déduisant de la variation de la vitesse de la particule qui vient taper. D'accord? Voilà. Donc, alors ça a été très important, c'est très important, parce que même si on ne connaît pas donc, cette interaction, en fait, si on connaît comment sont les vitesses dans le fluide, hein, ce qu'on appelle la distribution des vitesses, on peut à ce moment-là en déduire bien, cette force-là. Et à ce moment-là, bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on peut, en sommant toutes ces contributions, en sommant toutes les contributions, toutes les particules qui viennent heurter la surface S, entre t avant et t après, parce que là j'en ai considéré qu'une seule, c'est évident qu'entre t avant et t après j'en ai tout un tas, d'accord? Je vais pouvoir en fait trouver la pression. Donc en fait ce qui est important c'est que grâce à ça, on relie la pression, enfin, excusez-moi, la force de pression. Voilà, la résultante des forces de pression dont j'ai parlé tout au départ. Voilà, donc on va pouvoir relier la résultante des forces de pression aux vitesses des particules du fluide. Et voilà, même si on ne connaît pas l'interaction. Voilà. Et les vitesses des particules du fluide, il y a des théories qui les donnent. Voilà. Et on peut comme ça relier en fait la force de pression aux vitesses moyennes dans le fluide. Voilà. Voilà. Mais on voit quand même, alors, nous ce qu'on peut en retenir, c'est qu'évidemment, en gros, plus les particules vont aller vite ici, plus la force va être élevée. Un peu par rapport à cette équation. Ça rend bien compte de l'image, c'est que plus on est à température élevée, plus les molécules bougent vite. Et en fait, l'idée, c'est que plus la pression sera élevée à ce moment-là, puisque plus ça va taper fort sur les parois. Hein, voilà. Alors, voilà donc pour cette interprétation microscopique. Hein. Alors, on va passer maintenant donc, à une définition, voilà, j'ai appelé simplifiée, de la pression. Donc on avait jusqu'à présent la résultante de force de pression, hein, donc ça c'est une force, Newton. Et là, la pression, c'est pas tout à fait, c'est pas les Newton, on va voir, hein, c'est pas une force. Définition donc simplifiée de la pression. Alors on va, voilà, en fait, bon, on postule en fait un certain nombre de choses. Hein, et ensuite, on s'aperçoit, une fois qu'on postule ça, on construit une théorie, et après cette théorie, on constate qu'elle est effectivement bien vérifiée par l'expérience, donc ça justifie a posteriori les postulats qu'on a posés. Donc ces postulats, on va quand même les poser, mais on va quand même les justifier au fur et à mesure. Alors le premier postulat, le vecteur donc, résultant des forces de pression, dont on a parlé, le vecteur donc, résultant des forces de pression, s'exerçant donc sur une surface plane S d'un solide dans un fluide.
voir. Hein. Donc le vecteur résultant des forces de pression s'exerçant sur une surface plane S d'un solide, donc placé dans un fluide. Voilà, donc le vecteur RFP résultant des forces de pression s'exerçant sur une surface plane S d'un solide dans un fluide, virgule, est normal à cette surface. Virgule, donc est normal à cette surface. Ce vecteur est normal à cette surface, quelle que soit l'orientation de S. Hein, est normal à cette surface, quelle que soit l'orientation de S. Donc que S soit horizontale, verticale, oblique, n'importe comment. La résolution des forces de pression, s'exerçant sur une surface plane S d'un solide dans un fluide, est normale à cette surface, quelle que soit l'orientation de S. Elle est toujours dirigée du fluide vers la surface. Elle est toujours dirigée du fluide vers la surface. Donc ça se vérifie très facilement à partir de ça. Elle est toujours dirigée du fluide vers la surface. Elle est toujours dirigée donc du fluide vers la surface. D'accord? Bon, ça veut dire que si je refais ma surface S ici, voilà, je vais la représenter comme ça. Voilà, la résultante des forces de pression, elle est, voilà, s'exerce. Alors, ma perspective n'est pas terrible. Je vais essayer de refaire ça un peu mieux. Voilà, on a cette force, toc, je vais faire comme ça. Voilà, la résultante des forces de pression, voilà, que je note souvent F indice P sur le vecteur. Là donc, voilà, ça veut dire qu'ici on va être orthogonal à la surface. Je ne sais pas comment on représente ça, en dimension, voilà. Donc elle est forcément dans ce sens-là, le résultant des forces de pression, sur la surface S. Voilà, et elle est forcément perpendiculaire à la surface, et ça ne dépend pas de l'orientation de S. Voilà, c'est ce qu'on postule. Voilà. Alors, on va donner donc... Alors, pourquoi c'est comme ça? On va donner une justification microscopique de ça. Alors, ça s'appuie sur cette équation qui est là. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ces distributions de vitesse ici, alors elles vont forcément comme ça pour la t avant, elle est forcément comme ça, la t après, elle est comme ça, mais globalement, la vitesse t avant, statistiquement, soit elle peut arriver comme ça, soit elle peut arriver comme ça, soit elle peut arriver comme ça, etc. Et tout ça, c'est tout équiprobable, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de molécules qui vont taper comme ça, globalement en poussant vers le haut, que de molécules qui vont taper en poussant vers le bas, ou pareil, il n'y a pas plus de molécules qui va taper en les poussant vers la droite qu'en poussant vers la gauche. D'accord? Donc ça veut dire que toutes les composantes